Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été particulièrement demandée, à savoir le rôle du psychologue en EHPAD. Donc après presque 2 mois d'absence en raison de vacances d'été bien méritées, j'ai enfin réussi à tourner cette vidéo. Donc je suis très contente de vous la présenter aujourd'hui. Avant toute chose, sachez que je travaille donc dans un EHPAD privé à but lucratif dans la très proche banlieue parisienne. Je travaille 70% de mon temps là-bas, le reste de mon temps étant libéral. Je travaille donc 3 jours par semaine de 9h à 18h. Je suis donc en convention collective 2002 et je gagne 1 600 € net. Je dirais que les missions du psychologue en EHPAD, elles dépendent principalement de 3 choses, à savoir le temps de présence sur l'institution du psychologue, le nombre de résidents et également la volonté de la direction. Puisqu'on a des directions qui sont beaucoup plus orientées vers le commercial, d'autres vers l'animation et d'autres vers le thérapeutique. Donc dans l'EHPAD dans lequel je travaille, j'ai plutôt de la chance puisqu'on a un taux d'occupation qui est bon, les animations sont variées et même si on manque d'espace, j'arrive quand même à proposer justement des groupes thérapeutiques et des activités en petits groupes. Nous sommes un EHPAD dit simple puisque nous n'avons pas d'unité protégée, de PASA, etc. Donc bien évidemment, on a des résidents qui ont des pathologies neurodégénératives de type Parkinson et Alzheimer. On a aussi beaucoup de résidents qui ont des maladies chroniques auto-immunes vraiment en phase terminale. Je pense notamment à tout ce qui est sclérose en plaques. On a également des résidents qui sont atteints de cancer. Donc bien évidemment, notre EHPAD n'est pas aménagé puisqu'on n'a pas d'unité protégée pour toutes les pathologies neurodégénératives et les démences très avancées, mais on a quand même malheureusement des résidents qui doivent être en chambre, des fois en soins palliatifs. Donc pour le coup, la dynamique institutionnelle est vraiment partagée entre des résidents qui restent à minimum autonomes et d'autres qui pour le coup sont alités. Et petite précision également, je partage mon bureau avec l'animatrice et la psychomotricienne. J'en suis ravie puisque c'est un trio qui est très complémentaire et qui fonctionne particulièrement bien. Au niveau de mes missions, je dirais que j'ai une triple casquette dans laquelle s'insère naturellement l'institutionnel, puisque quand on est psychologue, mais j'ai envie de dire c'est partout pareil, peu importe l'institution, que ce soit un EHPAD ou même à l'hôpital, c'est vraiment très important de s'investir dans l'institutionnel. Donc vous verrez quand je vais détailler ces 3 casquettes-là que s'insèrent naturellement des fonctions institutionnelles puisque c'est hyper important de s'impliquer le plus largement possible dans la résidence. J'interviens bien évidemment auprès des résidents mais également de leurs familles et leurs proches et aussi des soignants. Concernant les résidents, je les vois systématiquement au moment de leur arrivée pour déjà me présenter, parce que ça c'est très important, et puis également pour comprendre leur contexte d'arrivée dans la résidence, comprendre l'histoire des troubles et faire un peu une anamnèse. Je les revois ensuite quelques jours après pour faire ce qu'on appelle une évaluation cognitivo-comportementale. Donc là c'est vraiment la passation de nombreux tests pour comprendre leur fonctionnement cognitif et pouvoir vraiment évaluer le niveau des troubles, également tout ce qui touche à leur humeur dans la résidence. Cela me permet bien évidemment aussi d'évaluer leur modalité de communication, puisqu'on a des résidents qui peuvent être mutiques, donc là c'est encore une fois à moi de m'ajuster, donc c'est pour ça que j'utilise souvent des pictogrammes pour pouvoir communiquer avec eux et au moins pouvoir ajuster au mieux leurs demandes et leurs besoins. Justement, en fonction de leurs demandes et leurs besoins, c'est à ce moment-là que je vais décider si je mets en place un suivi psy et ou des séances de techniques psychocorporelles. Puisque comme vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, je suis formée à l'hypnose, à la méditation et à l'EMDR. Et ces techniques ont vraiment leur place en EHPAD. Et pour le coup, j'hésite vraiment pas à expliquer déjà aux résidents et aux familles ce que c'est et ensuite à leur proposer quelques séances. Donc au début, c'est plus une séance découverte d'initiation et si vraiment ça fonctionne, si le résident est réceptif et a envie, je peux mettre en place vraiment des protocoles qui vont diminuer l'angoisse et minimiser les troubles. Évidemment, s'il y a une des qualités que le psychologue doit avoir en EHPAD, c'est la flexibilité. C'est pour ça que je ne prends jamais de rendez-vous avec les résidents, alors peut-être avec les familles, mais en tout cas avec les résidents, pas du tout. Je bloque vraiment des créneaux pour intervenir auprès d'eux, mais vous verrez que si le résident ne peut pas, ne veut pas ou n'est pas là, au lieu de rester derrière la porte et de vous dire mince, qu'est-ce que je fais maintenant que j'avais bloqué mon créneau, prenez toujours le temps d'aller voir d'autres résidents et rebondissez en vous bloquant des créneaux et en vous disant aujourd'hui j'ai pour objectif de voir 5 résidents. Tant pis si vous en voyez que 2, dommage si vous n'en voyez pas, mais pour le coup c'est vraiment important de ne pas rester sur ces acquis en se disant mince, aujourd'hui je ne peux pas voir de résident parce qu'il n'est pas là, je n'avais pas anticipé et pour le coup je me retrouve sans rien faire. Donc vous verrez plus tard que finalement en EHPAD on reste rarement sans rien faire parce que faire toutes les missions que j'ai à faire sur 3 jours c'est un peu sport, mais en tout cas ne vous laissez pas prendre au dépourvu, il faut être flexible,
tout en respectant la temporalité des résidents qui ont donc une temporalité bien différente de celle des soignants et ça c'est très important aussi de respecter cela. Je ne l'ai pas précisé mais nous avons 65 lits dans la résidence, ce qui fait que pour un 70% de temps psy c'est assez sport comme je le disais de voir tout le monde. J'essaye donc de proposer au maximum de les voir 2 fois par mois en entretien ou même en séance de technique psychocorporelle. C'est le maximum que je peux faire, donc bien évidemment si grosse urgence je vais les voir plus régulièrement, j'ajuste vraiment en fait en fonction des besoins et de la demande du résident. Faute de place dédiée vraiment aux activités thérapeutiques, je fais des entretiens vraiment en chambre ou pour le coup des fois dans mon bureau si la psychomotricienne et l'animatrice ne sont pas là, mais j'apprécie vraiment moi le côté clinique au chevet du patient. Donc à certains moments c'est formel, à d'autres moments c'est plus informel et on se retrouve justement dans des lieux de vie qui sont par exemple le restaurant ou l'accueil. En raison d'une absence d'espace aménagé, je n'ai pas vraiment de salle thérapeutique, donc tout ce qui est atelier mémoire, atelier réminiscence, je les propose en chambre. Donc bien évidemment, j'essaye de faire en sorte que ce ne soit pas de l'individuel. J'essaye par exemple de proposer aux voisins de chambre du résident de venir dans la chambre du résident. On aménage ça presque comme une après-midi que le résident pourrait reproduire justement s'il était à son domicile en invitant des amis, des connaissances à partager un bon moment. Donc moi j'utilise beaucoup de jeux de société, j'utilise aussi des pictogrammes, le jeu Dixit pour vraiment venir stimuler la mémoire et surtout l'élaboration. Et il faut arrêter de penser que les patients atteints de démence ne sont pas capables d'imagination et d'élaboration. Donc là-dessus c'est vraiment très riche cliniquement et j'apprécie particulièrement ces moments en tout petit groupe, vraiment comme si on était chez le résident. C'est très important pour moi aussi de pouvoir proposer diverses activités autour de jeux de société, sans que ce soit de l'occupationnel, mais vraiment pour le coup pour me permettre d'avoir une évaluation précise des troubles du résident et aussi pour venir stimuler sa créativité, son imagination et son élaboration comme je le disais. Tous les jeudis midi, j'organise avec l'animatrice un repas thérapeutique, donc on prend avec nous 2 ou 3 résidents. Donc cet été, on a mangé dehors, on va de temps en temps également au restaurant, mais sinon on prend une petite table que l'on met un peu en retrait justement de cette salle de restauration. C'est vraiment un moment qui se veut convivial, donc j'essaye au maximum de prendre les nouveaux résidents qui viennent du coup d'arriver pour essayer aussi de leur permettre de développer leur capacité d'adaptation le plus rapidement possible. Je prends aussi des résidents qui ont par exemple des troubles alimentaires ou de très fortes angoisses, des résidents aussi qui s'ennuient beaucoup ou qui sont dans une phase de dépression. Ce temps de repas thérapeutique permet aussi de développer justement l'alliance thérapeutique qui peut se jouer entre moi et le résident, mais même également entre l'animatrice et d'autres résidents. Ce qui est aussi très important avec ce moment-là, c'est que l'on peut cuisiner en amont quelques petits moments du repas. On peut par exemple faire une sauce, on peut découper des fruits et des légumes que l'on va manger ensuite. Il y a aussi un résident qui peut s'occuper de mettre la table, de justement la retirer une fois que le repas est terminé. Il y a aussi tout ce qui se joue après le repas, où je prends le temps toujours de boire un café avec les résidents pour faire un petit peu un débriefing sur ce qui s'est dit et comment ils ont vécu ce moment. Et à chaque fois, c'est toujours très étonnant, mais ils adorent ces moments-là et c'est vraiment hyper important pour moi de continuer chaque semaine de faire ces repas thérapeutiques-là. Donc essayez, si ce n'est pas le cas, de les mettre en place dans votre résidence. Le mardi matin, l'équipe pluridisciplinaire, vraiment au sens large, se réunit pour faire ce que l'on appelle les PVI, donc les projets de vie individualisés du résident. Donc bien évidemment, la famille, les proches et le résident sont conviés. Encore une fois, comme c'est à date fixe et à heure fixe, en fonction des aléas d'agenda de chacun, il se peut qu'on ne se retrouve pour le coup qu'en équipe, surtout si le résident est parti également en rendez-vous extérieur ou ne veut pas assister à son PVI. Donc là, c'est très important de comprendre que le psychologue, il est coordinateur des projets de vie. Donc s'il n'y a pas de psychologue, il ne peut pas y avoir de projet de vie. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait que c'est le psychologue qui doit ramener l'équipe autour de lui pour discuter du PVI du résident. Donc bien évidemment, il y a le médecin coordinateur, l'infirmière coordinatrice, le référent du résident, si possible le résident et un membre de sa famille. L'objectif des PVI, bien évidemment, c'est de se réunir pour échanger sur la vie du résident au sens très large, c'est-à-dire sa santé physique et psychique, sa qualité de vie personnelle et sociale, tout ce qui va tourner autour de l'hôtellerie, de la restauration, de son bien-être vraiment en général. Donc il n'y a pas que l'aspect psychologique qui rentre en compte là-dedans. On va définir des objectifs, donc des actions à réaliser et bien évidemment les acteurs qui vont réaliser ces actions pour avoir justement une validation d'objectifs. Par exemple très concret, si un résident a une douleur chronique à la hanche, on va par exemple pouvoir lui proposer 3 choses, des séances kiné, des séances d'hypnoanalgésie et l'augmentation de son traitement médicamenteux.
Donc bien évidemment, l'objectif qui va être de lutter contre la douleur, on va avoir du coup comme action ces 3 choses que je viens de vous citer, et au niveau des acteurs, kiné, psychologue, médecin coordinateur et IDEC qui est donc l'infirmière coordinatrice qui est souvent d'ailleurs référente AS. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment une réunion où pour le coup c'est clair, net et précis. On remplit des cases, des tableaux pour que ce soit vraiment parlant pour le résident, sa famille. Chacun, une fois que tout le monde est opérationnel et OK pour mettre ça en place, signe le PVI. Donc il y a vraiment un engagement symbolique à réaliser et c'est une obligation pour la résidence de faire ces PVI. Donc normalement, il me semble qu'on doit réévaluer les PVI tous les 6 mois. Clairement, on n'a pas le temps, donc on le fait une fois par an. En parlant des réunions du coup pluridisciplinaires, on se réunit également tous les lundis matins, donc ce sont des cadres dont je fais partie, qui se réunissent pour le CODIR, donc le comité de direction. C'est en réalité une réunion pour faire un point hebdomadaire sur le soin, l'hôtellerie, la restauration et la vie sociale. Donc bien évidemment, c'est très important que le psychologue participe à ça, puisque c'est aussi durant ces réunions-là que sont validés des projets thérapeutiques. Ça peut être par exemple la mise en place d'un nouvel atelier ou des sorties thérapeutiques. D'où l'intérêt pour le psychologue d'y participer. D'ailleurs, en parlant d'ateliers, je co-anime avec notre psychomotricienne du coup des ateliers d'art-thérapie et de zoothérapie. Chaque mardi après-midi, on se bloque vraiment un gros bout de notre mardi après-midi pour faire cet atelier et ensuite faire des synthèses entre 8 à 10 résidents. Pour le coup, c'est vraiment un moment qui est très important institutionnellement, puisque du coup, c'est là où on va pouvoir mettre en place tout un tas d'ateliers. Là, actuellement, on est en train de faire un cycle de 8 semaines de médiation artistique autour de l'argile. C'est vraiment hyper important de développer ça en EHPAD, je trouve, puisque tout ce qui est médiation animale et médiation artistique ont vraiment leur place en EHPAD, au même titre d'ailleurs que la pleine conscience, que l'hypnose. Donc si vous pouvez vous former à cela, si vous pouvez mettre en place, surtout n'hésitez pas parce qu'il y a vraiment des résultats qui sont juste incroyables. On a des diminutions d'angoisse, vraiment même des troubles hyper importants qui sont amenuisés. Au niveau postural, au niveau motricité, ça a vraiment des effets ultra bénéfiques. Donc je vous en prie, essayez de mettre ça en place si vous le pouvez dans vos propres structures. Concernant cette fois-ci ma deuxième casquette, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'interviens également auprès des familles. Donc je peux leur proposer un espace de parole individuel ou en groupe pour justement pouvoir échanger autour de leurs difficultés et par exemple de la pathologie de leurs proches. Au niveau de leurs difficultés, ce sont souvent des difficultés de communication avec les soignants ou la direction, puisque vous vous en doutez bien, placer un proche en EHPAD, ça engendre beaucoup de culpabilité et beaucoup d'angoisse, qui pour le coup va vraiment aussi créer de l'agressivité, de l'incompréhension envers les équipes soignantes et tout simplement envers l'institution EHPAD. Donc je passerai vraiment au-dessus de tout ce qui est EHPAD bashing en ce moment, où les EHPAD ont très mauvaise pub. Alors bien évidemment, la maltraitance, elle existe. Il ne faut absolument pas fermer les yeux là-dessus, c'est totalement intolérable. Mais il faut savoir que c'est pas comme ça dans tous les EHPAD. Et que dès que la famille a le dos tourné, on n'est pas en train de maltraiter, humilier, frapper le résident. Donc bien évidemment, il faut mettre l'accent et la lumière sur les maltraitances. Nous, par exemple, dès qu'il y a un événement le plus indésirable possible, la chose la plus minuscule, on fait vraiment des réunions dédiées à cet événement indésirable où ensemble, on essaye de comprendre ce qui s'est passé et ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Donc là-dessus, c'est très important que le psychologue soit sur le devant de la scène puisqu'on est vraiment garant de la bientraitance au sein de notre institution. Bref, comme je vous le disais, les familles sont également conviées au PVI pour vraiment prendre part au projet global de leurs proches dans la résidence. Je les convie également souvent à des conférences et des formations que je peux organiser justement pour qu'ils prennent part à la vie dans la résidence et qu'ils puissent notamment ajuster leur communication avec leurs proches atteints de démence. Puisque bien évidemment, vous vous en doutez, un patient atteint de démence ne va pas communiquer de la même manière ou plus communiquer de la même manière qu'autrefois et ça peut être vraiment très déstabilisant pour les familles, d'où l'intérêt encore une fois de l'intervention du psychologue pour les aider à s'ajuster au mieux à la communication de leurs proches. La troisième casquette, c'est l'intervention auprès des soignants. Donc déjà, vous avez pu le comprendre à travers un peu le filtre de l'institutionnel que je participe à beaucoup de réunions. J'essaye aussi toujours de faire le lien entre les soignants et la direction, parfois en venant désamorcer des conflits, même si, attention, c'est plutôt le rôle de l'infirmière cadre, donc de l'IDEC, même du responsable de la gouvernance, de toute l'hôtellerie, de venir désamorcer ça, mais le psychologue est, quoi qu'il arrive, quand même sur le devant de la scène par rapport à ces conflits-là. Je participe chaque midi aux transmissions, donc ce sont vraiment des transmissions orales qui ont pour but de venir compléter les transmissions écrites
sur notre logiciel de l'institution qui s'appelle NetSoin. Donc ces transmissions, elles se veulent claires, nettes et précises. C'est vraiment un temps pour le coup très factuel où on vient décrire étage par étage et chambre par chambre ce qui se passe pour le résident et également pour les soignants. La très grosse partie de mon travail avec les soignants, elle repose sur la formation en interne. Ça c'est vraiment très important de venir former les équipes. Donc j'essaye d'en faire 2 par mois à raison de 1 heure que je multiplie par 2 puisque bien évidemment il y a des roulements d'équipe et il faut que vraiment l'ensemble des soignants puissent être formés. Donc bien évidemment, il y a des thématiques qui sont obligées d'être mises justement dans ces formations-là. C'est tout ce qui tourne autour de la bientraitance, de la sexualité du résident, du refus de soins. Mais moi, j'essaie de proposer des choses un petit peu plus originales, notamment en me calquant sur les journées internationales ou mondiales. Donc par exemple, au mois de septembre et d'octobre, il va y avoir une journée sur la douleur. Donc je vais bien évidemment parler par exemple de l'impact de la douleur chronique sur le moral du résident. Il y a aussi une journée sur l'alimentation, donc la journée mondiale de l'alimentation. Donc là par exemple, je vais pouvoir parler de la maladie d'Alzheimer et des troubles alimentaires. J'essaye vraiment de rendre ça dynamique. Ça peut être sous forme de jeux de rôle, de questions-réponses. Et puis il y a aussi vraiment toute une partie où j'essaye de leur parler d'études de cas concrètes. Vraiment des études de cas qui se passent dans notre EHPAD, des situations précises où tel résident va avoir tel problème et comment y répondre. C'est quelque chose qui est très important pour que les équipes puissent trouver la formation dynamique et s'investir là-dedans, mais également retenir les informations. C'est de leur proposer des choses qui vont leur parler sur le terrain. Je précise que je coanime systématiquement ces formations avec le médecin coordinateur ou la psychomotricienne, déjà parce que je trouve ça très intéressant et riche cliniquement d'avoir plusieurs regards, mais aussi parce que vous vous en doutez, j'ai clairement pas le temps de créer sans cesse de nouvelles formations, même si j'en reprends souvent quelques anciennes, puisque la répétition fixe la notion. J'ai pas le temps de toujours créer du nouveau, de toujours avoir le temps justement de chercher des informations pour créer des nouvelles formations. Donc pour le coup, essayez aussi de proposer à vos collègues justement de faire des formations, toujours en étant l'animateur, mais vraiment en venant apporter un regard différent à cela. C'est hyper important de former les équipes, mais encore faut-il avoir le temps justement de pouvoir proposer des formations de qualité, sinon ça sert pas à grand chose. Je propose également aux soignants de les aider à gérer leurs difficultés professionnelles et non pas personnelles, ça c'est très important, je ne me mêle absolument pas de leurs problématiques personnelles. On est sur un lieu de travail, donc pour le coup, je m'implique vraiment dans leurs difficultés professionnelles, justement en leur proposant par exemple des groupes de travail ou des groupes de parole pour évoquer certaines difficultés. Ça peut être également un temps en individuel qu'elles prennent, mais en aucun cas les problématiques personnelles ne doivent venir déborder du coup durant cet échange-là. J'ai toujours dans mon bureau plusieurs cartes de psychologues et également des adresses de CMP pour orienter les soignants si besoin, si elles ont besoin justement d'un accompagnement psychologique sur le long terme. L'ensemble des actions que je viens de vous dire, donc principalement mes missions, notamment celles auprès des résidents, elles sont tracées sur un logiciel, comme je vous le disais, global à la résidence, c'est le logiciel NetSoin. Donc vous vous rendez bien compte qu'en plus de tout ce que je fais, il faut également qu'il y ait cette traçabilité écrite qui soit faite. Donc les synthèses, les comptes rendus, ça prend également beaucoup de temps. Je dispose également, et ça je sais que j'ai beaucoup de chance, d'un temps FIR, à savoir un temps de formation, information et recherche. Je vais d'ailleurs très prochainement faire une vidéo sur comment négocier son temps FIR et pourquoi c'est si important d'en avoir un. Moi j'ai la chance d'avoir 2 jours par mois qui sont alloués justement pour ce temps FIR là. Ce qui est très important, c'est que du coup durant ce temps là je peux aller faire mes DU universitaires, enfin mes diplômes universitaires, tout ce qui est formation à l'extérieur, mais je profite également de ce temps quand je suis sur l'institution pendant ce temps FIR là pour faire justement ces formations là, pour justement mettre en place différents projets et également pour continuer de me former en lisant, en écrivant des articles, etc. C'est très important de prendre ce temps-là et vraiment essayer de le négocier. C'est un temps qui est, je crois, obligatoire dans le public, même si je pense que c'est absolument pas clair là-dedans et qu'il y a beaucoup de psychologues qui ne le savent pas. Et encore pire, beaucoup de chefs de service qui font exprès de dire qu'ils ne sont pas au courant pour ne pas nous le donner. En tout cas, dans le privé, c'est très compliqué de le négocier. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une direction particulièrement ouverte à ça et très bienveillante.
Donc encore une fois, je reviendrai sur ce temps FIR dans une prochaine vidéo. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à laisser un j'aime sur cette vidéo-là, au même titre que sur tout un tas d'autres thématiques que j'ai pu évoquer justement dans cette vidéo. Donc pour finir cette vidéo, j'aimerais vous dire que bien évidemment travailler en gériatrie, en gérontologie, il y a quelques années et même encore à l'heure actuelle, c'est pas des choses et des thématiques, même des domaines très séduisants, mais encore une fois c'est passionnant si on se donne la peine de trouver sa place correctement en EHPAD et surtout si on nous donne les moyens de réaliser nos projets. D'où l'intérêt de toujours communiquer au mieux avec les équipes. Je trouve que la communication, c'est vraiment la clé de la réussite pour trouver sa place, mais également pour mettre en place justement des projets qui sont intéressants pour le psychologue, mais aussi hyper intéressants pour l'équipe, pour les résidents, pour les familles, donc globalement pour l'institution au sens très large. Justement, la dynamique institutionnelle, elle peut à certains moments bloquer vos projets. Moi, ça fait 6 mois que j'attends un chariot Snooze-Hélène. Donc avec la psychomotricienne, on s'est dit qu'on allait créer notre propre chariot. Pareil, il y a beaucoup de choses qui tardent à se mettre en place. On attend également justement tout ce qui tourne autour des jardins thérapeutiques. On a plein de projets qui sont en fait juste bloqués parce qu'il manque une décision, mais principalement parce qu'il manque des financements. Parce que c'est pas parce qu'on est un EHPAD privé qu'on est noyé par les billets. Attention aussi aux stéréotypes qui peuvent tourner là-dessus. Faites-vous votre propre idée justement autour des EHPAD. Bien évidemment, il y a des choses, comme je le disais, très compliquées qui s'y passent, mais il y a aussi des choses magnifiques. Donc faites-vous votre propre idée encore une fois et ne venez pas vous fermer, surtout quand on est psychologue, ce serait vraiment très dommage de se fermer à tout ça. Et venez travailler en gériatrie, venez travailler en gérontologie. Il y a beaucoup de postes justement qui peinent des fois à trouver des psychologues qui justement s'investissent à fond dans leur travail. Donc il n'y a pas de recette miracle. Comme je vous le disais, je trouve qu'un ingrédient justement qui pourrait pimper un peu notre place, c'est vraiment la communication. C'est quand même dramatique de voir que dans certains EHPAD, il y a des soignants qui ne savent toujours pas pourquoi il y a un psychologue, ou pour le coup, c'est vraiment dommage parce que cette relation-là, elle est caduque, alors même qu'il n'y a rien qui s'est créé. Donc communiquez sur votre métier, n'hésitez pas à vraiment, pour le coup, prendre un temps de formation pour expliquer qui vous êtes, pour expliquer quelles sont vos missions, et vous verrez à quel point les soignants peuvent vous le rendre de manière ultra positive. Il n'y a rien de plus magnifique quand enfin un soignant se saisit de vous et peut justement proposer votre intervention au résident sans que vous ayez eu en amont besoin de ramer pour que le résident comprenne, se saisisse également de votre position. Et puis également tout ce qui tourne autour des familles, c'est des fois très important que les soignants puissent comprendre votre intervention et la proposer également aux familles. Attention également au glissement de fonction, c'est pas parce que l'animateur n'est pas là un après-midi que vous devez faire un loto pour 70 résidents. Pareil, c'est pas parce qu'il manque une aide-soignante que vous devez distribuer le goûter un après-midi entier. Je dis ça, voilà, c'est un petit peu ironique, mais moi ça m'est arrivé. Et pour le coup, une fois que tout le monde était revenu à son poste, on continuait de me le demander. Donc attention au glissement de fonction qui arrive bien plus vite que l'on peut l'imaginer. À vous de cadrer votre pratique, à vous dès le début d'être clair sur votre rôle, vos missions et votre place. C'est toujours intéressant justement de pouvoir jouer avec cette dynamique institutionnelle. Je reprends l'exemple par exemple de l'absence justement de l'animateur ou même de l'aide-soignante. À vous quand même de jouer avec ça et de dire ok, bah tiens, il manque quelqu'un à cet étage-là, il manque quelqu'un par exemple donc pour distribuer le goûter, bah moi je vais proposer un petit goûter thérapeutique, pas avec tous les résidents, mais avec quelques résidents justement pour décharger un petit peu de travail des épaules des aides-soignantes qui travaillent énormément et qui ont des conditions de travail très compliquées. Pareil pour l'animation, ok, aujourd'hui l'animatrice n'est pas là, je vais pouvoir proposer une petite sortie à l'extérieur avec des résidents justement, pas tout le monde encore une fois, mais venir justement, voilà, enlever un petit peu, désamorcer justement ce conflit lié aux absences de chacun, parce que dans les EHPAD il y a souvent du burn-out, du turnover, donc c'est aussi compliqué pour tout le monde de trouver sa place. Donc soyez sur le terrain sans pour autant vous-même vous charger en prenant des fonctions qui ne sont absolument pas les vôtres. Quelque chose qui peut être aussi très intéressant, c'est de décaler à certains moments vos horaires. Encore une fois, faut pouvoir négocier ça avec la direction. Moi, une fois, j'ai vraiment décalé mes horaires sur une période très tardive, justement pour voir une dynamique institutionnelle qui est différente, pour pouvoir rencontrer les équipes de nuit et aussi voir les résidents dans un contexte différent, celui de la nuit. Puisqu'on a le fameux syndrome du coucher de soleil, notamment pour les patients atteints de démence et principalement de la maladie d'Alzheimer, où pour le coup, la journée, ils sont relativement calmes, ils ont peu d'angoisse,
Et au moment où le soleil se couche, là, ça flambe complètement et on a vraiment des crises, même parfois de délire, des refus de soins catégoriques. Et là, c'est important pour le psychologue de pouvoir intervenir. J'ai notamment, par exemple, pu mettre en place des séances de méditation, des comptes thérapeutiques un peu plus nocturnes. Je ne fais pas ça systématiquement, mais c'est très riche cliniquement de pouvoir justement décaler ses horaires de travail. Et bien évidemment, c'est des fois un petit peu contraignant pour notre vie personnelle, mais c'est tellement riche cliniquement et tellement bénéfique pour l'institution qu'on peut de temps en temps le faire. Donc voilà, au lieu d'être là le matin, on va se prendre une petite grasse matinée et décaler un petit peu ses horaires sur le soir, après le dîner, au moment du coucher des résidents. Et c'est vraiment, comme je vous le disais, très riche cliniquement et très bénéfique professionnellement pour vous et également pour l'institution. Voilà, il y a énormément de choses à dire sur le métier de psychologue en EHPAD. Comme vous avez pu le voir, je pourrais en parler pendant des heures tellement j'aime ce que je fais. Il faut savoir que je ne partais pas du tout pour avoir un temps d'institution dans un EHPAD. Pour moi, la gériatrie, c'était non. Je ne voulais pas être au contact des personnes âgées. Et finalement, pour rien au monde maintenant, je ne changerai d'institution, je ne changerai de population. Enfin, j'adore le travail auprès des personnes âgées, je les trouve juste incroyables et ils ont tellement à nous apprendre et on leur doit tellement le respect. Donc là-dessus, c'est très important aussi de se questionner sur sa pratique, de prendre toujours du recul et de se dire qu'est-ce que je fais là, pourquoi j'y suis. Voilà, c'est toujours important de se questionner. Je vous le disais, j'adore mon métier, mais 3 jours par semaine, c'est voilà, le maximum je pense que je pourrais faire en EHPAD. C'est une institution qui peut parfois être compliquée. Dans chaque institution, le psychologue est malmené et maltraité, donc à vous de bien pouvoir vous positionner. Moi je sais qu'une semaine complète là-bas, ça pourrait être compliqué, d'où l'intérêt justement d'avoir aussi un autre temps en institution et ou en libéral, pour vraiment pour le coup cadrer sa pratique, se dire ok je suis 3 jours là-bas, 2 jours ailleurs, c'est vraiment une coupure dans votre semaine qui est hyper importante et encore une fois cliniquement et professionnellement c'est hyper intéressant. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve très prochainement avec plein d'autres vidéos. Je vais faire une vidéo sur pourquoi et comment encadrer un stagiaire, sur le fameux temps FIR, il va y avoir des interviews, enfin voilà, plein d'autres vidéos. Donc pour cela, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à être actif dans les commentaires, ça c'est très important si vous avez des remarques constructives et des questions à me poser. Vous pouvez également aller sur ma page Facebook professionnelle Danae Holler Psychologue. Surtout, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche des notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.